Bonsoir à toutes et tous. Merci de nous rejoindre ce soir sur cette nouvelle session du séminaire Contention, liberté et soins organisé par l'antenne de la chaire de philosophie à l'hôpital de l'EPSMD de l'Aisne. Donc, exceptionnellement, cette fin d'année, cette session va se dérouler entièrement en visioconférence puisque notre intervenante ce soir est également connectée à distance. Donc, pour le coup, contrairement aux précédentes sessions et espérons-le aux sessions suivantes, il y aura moins de différence entre les deux salles, en tout cas. Donc, n'hésitez pas à intervenir. Malgré tout, nous avons ouvert une salle où on puisse réunir plusieurs professionnels de l'établissement de santé de l'Aisne, que vous voyez là dans la vignette EPSMDA prémontrée. Donc, ce séminaire fait suite directement aux précédentes sessions, en octobre avec Cynthia Fleury, puis en novembre avec Raphaël Carré et Samuel Porto. Donc, ce soir, nous accueillons Caroline Gibet-Lafay, qui est directrice de recherche au CNRS, au LIST à Toulouse, qui est chercheur en philosophie et en sociologie. Je vais la laisser compléter sa présentation. Et aujourd'hui, du coup, ce soir, on va s'intéresser à la déontologie à l'épreuve de la contention, avec, comme les fois précédentes, une première présentation fleuve d'environ 1 heure, et ensuite 1 heure pour prendre le temps d'échanger entre nous, avec en priorité l'utilisation du chat pour poser vos remarques, vos questions et demander d'intervenir. On n'est pas nombreux ce soir, donc ne pas hésiter en tout cas à prendre la parole. Hop, j'arrête le partage d'écran. Et du coup, également pour les professionnels réunis à prémontrer, la possibilité d'intervenir à l'oral, puisque la salle est sonorisée. Donc, je vous remercie à toutes et tous encore d'être là, et bienvenue, Madame Gibet-Lafay, pour votre conférence avec nous ce soir. Bonsoir, je vous remercie de m'avoir invité. Pour la présentation, vous avez été suffisamment clair, je ne vais pas dire exhaustif, mais c'est le cas. Effectivement, je suis directrice de recherche au CNRS. Je vais peut-être commencer tout de suite. Ah oui, juste une précision, c'est Gibet-Lafay. D'accord, merci. Je vais sans plus tarder vous proposer ma présentation concernant la façon d'appréhender ou d'envisager, en particulier de construire le consentement en psychiatrie pour des soins qui sont proposés ou qui sont prodigués sous contrainte. L'activité et le soin psychiatrique se confrontent assez fréquemment à la question de la compétence à consentir, qui se trouve déclinée dans la littérature sous forme d'aptitude à comprendre l'information, à prendre une décision, et dans la notion de rationalité du vouloir. Alors, cette notion de rationalité du vouloir est évidemment à interroger du fait de l'indétermination de ces critères et de l'indétermination des critères à partir desquels il est évalué. Comme vous le savez, dans les services de psychiatrie, le refus de soins et les sorties contre avis médical sont assez fréquents, mais il s'agit d'un droit du patient, et le refus de soins s'appuie sur la liberté qu'il possède de son propre corps. L'un des objectifs de la réflexion que je vais vous proposer, c'est de comprendre comment la norme de l'autonomie individuelle, qui est centrale en réalité dans les soins, en particulier dans les soins somatiques, donc comment la norme de l'autonomie individuelle à travers la notion de consentement peut être appréhendée, utilisée, voire négociée pour cette catégorie spécifique de patients que sont les personnes atteintes de troubles psychiatriques dans des hospitalisations qui se font sous contrainte. Donc, une autre question que je vais poser, c'est celle de savoir comment dans la tradition médicale française, la parole du patient peut être entendue quand il refuse des soins, quand il refuse des médicaments en particulier.
Est-ce qu'on peut considérer qu'on respecte la personne quand on ne respecte pas son refus d'être soigné, en faisant référence à la loi du 22 avril 2005? Et est-ce qu'au fond, qu'en est-il de la perspective individualiste qui identifie l'individu à sa volonté libre, dès lors que, est-ce qu'on respecte encore l'individu si on ne respecte pas justement cette volonté libre, ainsi que ses préférences, l'expression de ses valeurs et ses valeurs elles-mêmes, pour autant qu'elles n'enfreignent pas la liberté d'autrui? Donc la question du consentement et de sa validité, ne serait-elle pas finalement fréquemment une question de convergence avec le jugement médical, avec la norme du bon sens et de la rationalité ordinaire? Et est-ce qu'au fond, la notion de consentement qui est utilisée en médecine somatique, est-ce qu'elle a une pertinence en psychiatrie? Est-ce qu'on peut utiliser cette notion dans les deux champs, si je puis dire, de la médecine d'une façon équivalente et en référence aux mêmes critères ou aux mêmes dimensions? Alors, les caractérisations aujourd'hui à l'œuvre des pathologies mentales les plus graves, en particulier des psychoses, ne laissent pas de place à une conceptualisation justement homogène du consentement avec celle qui est utilisée en médecine somatique. Donc, ce que je vais essayer d'aborder aujourd'hui, c'est la façon dont le consentement et sa validité sont construits dans le champ de la psychiatrie, et pour essayer de comprendre au fond quelles raisons sont convoquées ou sont mises à l'épreuve en psychiatrie quand il est question de tenir compte ou pas du consentement dans le cas spécifique des situations de crise où la contrainte est imposée. Donc, j'y insiste, je ne vais pas parler de la psychiatrie, évidemment, c'est le cadre du séminaire, mais je ne vais pas parler de la psychiatrie en général, puisque 80% des patients qui sont pris en charge par des services hospitaliers en psychiatrie le sont de façon libre, si on peut dire. Mais je vais m'intéresser spécifiquement aux questions de soins sous contrainte pour envisager cette notion de consentement de façon assez paradoxale, et surtout, comme je l'ai dit encore une fois, la façon dont la validité du consentement et sa construction sont produits à l'occasion de ces situations de crise pour des troubles psychiatriques graves comme les psychoses. Alors, la réflexion que je vais vous proposer, elle n'est pas simplement purement de philosophie, elle se fonde aussi sur une enquête de sociologie empirique que j'ai réalisée au milieu des années 2010 auprès de 90 psychiatres et 17 soignants paramédicaux dans le cadre d'entretiens semi-directifs dans différents types de structures sur l'ensemble du territoire français, que ce soit en fait dans des grandes métropoles, dans des grandes villes, dans des zones rurales, en cabinet, en service hospitalier fermé ou bien ouvert, bref, dans des environnements assez divers. Quelques précisions, si vous voulez, sur les personnes que j'ai rencontrées. Donc, il y avait 4 internes, par exemple, 4 médecins qui avaient une activité exclusive en psychiatrie précarité, 9 exerçaient en prison et 8 en libéral. Tous les autres, en fait, étaient en secteur hospitalier classique, si je puis dire. Le plus jeune avait 26 ans, un tiers des personnes interrogées étaient des femmes, et tous les entretiens semi-directifs ont été réalisés à partir d'une même grille qui avait d'abord été testée, les entretiens ayant duré entre une demi-heure et 3h30. Donc en fait, l'objet de cette enquête, c'était d'étudier les situations qui étaient éthiquement délicates, les principes que les soignants, les principes qui organisaient les pratiques des soignants. Je m'intéressais aussi à la place que pouvaient avoir les préférences des patients dans les parcours de soins, à la prise en compte de leur autonomie et de leur liberté individuelle, ainsi que à ce qu'on peut qualifier comme leur conception du bien, ce qu'on appelle en philosophie leur projet rationnel de vie. Donc, dans l'exposé que je vais vous proposer, dans un premier temps, je vais m'intéresser aux différentes façons de définir le consentement et ensuite aux interprétations qui en sont empiriquement proposées dans ce champ de la psychiatrie, en particulier celui que j'ai exploré. Ce que je vais faire en particulier, c'est de souligner les limites
inhérente à une détermination qu'on peut appeler rationaliste du consentement éclairé, que ce soit en médecine somatique comme en médecine psychiatrique. Donc, je vais préciser ce qu'il en est de cette détermination rationaliste. Et dans un dernier temps, je poserai la question de savoir s'il est opportun, souhaitable, de convoquer en psychiatrie une interprétation du consentement qui est fondée sur la notion de capacité, sachant que c'est évidemment quelque chose de récurrent quand on interroge en particulier les médecins. Alors d'abord, comment définir le consentement et en réalité, comment le définir pour l'invalider? Alors, si on en revient un petit peu à l'étymologie, le verbe consentir, ça signifie accepter qu'une chose se fasse, ne pas l'empêcher, approuver, souscrire, autoriser, permettre. Ce qui veut dire que la notion de consentement a à la fois un sens négatif, ne pas empêcher, et un sens positif qui consiste dans le fait d'approuver. Cependant, ne pas empêcher, permettre, approuver, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas des synonymes. Pour pouvoir qualifier une action de volontaire ou de libre, il faut qu'elle soit au moins en partie intentionnelle, cette dimension est importante, et aussi que l'individu soit capable de donner des raisons pour pouvoir expliquer son action. Ce qui distingue des actions intentionnelles de celles qui ne le sont pas, c'est la possibilité, on dit en philosophie analytique, de demander pourquoi. Si on peut répondre à la question pourquoi, alors l'action est intentionnelle et l'agent en fait présente des raisons qui sont des raisons d'agir qui permettent d'expliquer pourquoi il a agi comme il a agi. Donc la référence à l'intentionnalité semble plus intéressante pour envisager le consentement dans la mesure où elle ne fait pas référence simplement à une espèce d'abstraction que serait la volonté libre et inconditionnée, qui, on peut en discuter après, mais en fait n'existe pas. Et l'intérêt en fait de cette référence à l'intentionnalité, c'est qu'elle permet de porter l'accent sur le rapport entre préférence et action. De la même façon, on distingue des raisons, enfin pas de la même façon, mais par ailleurs, on distingue des raisons explicatives et des raisons justificatives. Parce que je vous disais tout à l'heure, quand on demande pourquoi, l'individu va donner des raisons à son action, et parmi ces raisons, on peut distinguer des raisons explicatives et des raisons justificatives. Alors, par exemple, quand on a envie de faire quelque chose, c'est une façon d'expliquer sa conduite et ça participe évidemment des raisons explicatives. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on a envie encore que ça justifie l'action, mais au moins les raisons explicatives permettent de rendre intelligible une action. Les raisons justificatives, évidemment, c'est celles qui vont la justifier, ça va de soi, c'est-à-dire de considérer si elle est légitime, si l'action est légitime d'un point de vue moral ou non. Autrement dit, les raisons explicatives, c'est ce qui permet de décrire l'action, qui vont donner un motif pour lequel l'individu a agi, et la justification va faire référence à une norme ou à un principe moral. Bon, alors, je vous rassure, là, j'en ai fini un peu avec les questions de philosophie théorique et les précisions conceptuelles, et je vais passer maintenant en fait, à la façon dont cette histoire, si on peut dire, de consentement ou de rationalité, entre guillemets, se construit dans le champ de la psychiatrie à partir de l'enquête que j'ai menée. Alors, bon, c'est pas à vous que je vais l'enseigner, mais je rappelle que dans le Code de la santé publique, on considère que le consentement doit être informé et éclairé. Alors, ce que l'enquête a permis de mettre en évidence, c'est la façon dont, ce sont les usages empiriques de la notion de consentement et surtout la façon dont le consentement en psychiatrie est requalifié comme un consentement valable, sachant qu'évidemment, à partir de là, ça semble vouloir dire qu'il y a des consentements qui ne sont pas valables. Alors ça, c'est quand même intéressant au moins quand on vient de la philosophie, parce que la littérature en philosophie va envisager la notion de consentement réel
qui suppose en fait, ou qui signifie un consentement complètement informé qui fait appel à l'idée de prise de décision autonome. Alors, bon, les médecins en particulier, hein, sans vouloir stigmatiser, mais c'est quand même eux qui prennent des décisions. Cette enquête a permis de mettre en évidence plusieurs critères qui vont contribuer dans les pratiques et dans les discours à donner sens à la notion de consentement valable ou réel. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, il n'y a pas que la parole que j'ai recueillie, mais il y a aussi la littérature en psychiatrie. Un consentement valable ou réel, ça serait la capacité de comprendre l'information, je cite, de penser son intérêt ou d'envisager des soins. Alors, ça serait des éléments qui permettraient de considérer qu'on a un consentement qui est valable. Mais en réalité, si on considère ça, comprendre l'information, penser son intérêt, envisager des soins, ce n'est pas des critères de validité intrinsèque de l'acte de consentir. Hein, penser son intérêt, ça on peut dire que ça fait quand même l'objet de débat, y compris pour des personnes qui n'ont pas qui ne sont pas dans un cadre psychiatrique. Hein, aussi bien pour chacun d'entre nous, vous voyez, si on pense aux excès alimentaires que les uns et les autres on peut faire par gourmandise, on se demande bien où est notre intérêt. Après, l'histoire de penser son intérêt, ça a fait l'objet de débats dans d'autres domaines. Je ne sais pas si vous connaissez par exemple les cas qui ont été traités en justice pour le lancer de nains, par exemple. Donc, le lancer de nains, ça consiste à mettre des personnes de petite taille dans des canons, à les lancer. Et en fait, c'était à la fois une sorte d'attraction dans les foires, mais il se trouve que ces personnes, là pour le coup, étaient volontaires, puisque ça créait une source de revenus. Mais il y a eu des décisions de justice qui ont interdit cette pratique au nom du respect, ou du non-respect en l'occurrence de la dignité de la personne. De la même façon, pour revenir sur cette histoire d'être capable de penser son intérêt hors de la psychiatrie et des débats que ça a pu susciter, en matière de pratiques sexuelles, on va dire hétérodoxes, voilà. Il y a eu des arrêts de justice sur lesquels je pourrais revenir tout à l'heure, concernant des pratiques sadomasochistes qui, pareil, ont été considérées comme des atteintes à la dignité de la personne humaine. Donc, la nature de l'intérêt individuel et l'interprétation qui peut en être donnée est en réalité une question plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, ça, c'était donc un des critères qui était invoqué pour déterminer la notion de consentement valable. Je vous disais tout à l'heure qu'il y en avait un autre qui était le fait de comprendre l'information, sachant que en fait, le présupposé, là, c'est que quand on comprend, en fait, on adhère. Alors là, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui est inhérent, si je puis dire, au champ psychiatrique, mais un peu au champ médical, c'est que c'est pas parce que vous comprenez une information qu'un médecin vous donne que nécessairement vous y adhérez, sans quoi il n'y aurait pas le refus de soins qui est aussi prévu par la loi Kouchner. Un autre critère qui est souvent retenu en psychiatrie pour considérer que le consentement est valable, c'est la capacité à maintenir sa décision dans le temps. Donc, c'est pareil, je peux vous citer la littérature. Il y a Vidon 2012, Vacheron 2012. Or, j'ai l'impression que chacun d'entre nous, en fait, on a parfois tendance, ou du moins ça nous est arrivé dans notre vie, de ne pas maintenir une décision qu'on a prise une fois dans le temps. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont divorcé déjà, mais bon, ça, c'est un exemple assez caractéristique du fait que un jour, on a pris une décision, puis après, on est revenu dessus. Donc en fait, chacun d'entre nous, changeons de posture, de préférence, de souhait avec le temps, et en fait, on ne considère pas que ce soit forcément un problème dans l'existence. Donc cette place de ce qu'on peut appeler la versatilité, sans que ça soit nécessairement une caractérisation négative, est prise en compte, en particulier dans les décisions de fin de vie, dont on considère aujourd'hui, enfin du moins c'est la loi de 2005, qu'elles sont révisables et notamment qu'elles doivent être réévaluées tous les 3 mois. Donc, comme je le disais tout à l'heure, refuser des soins, ça certes suppose de les envisager, mais ça ne veut pas nécessairement dire, du moins, ça n'implique pas analytiquement, comme on dit en philosophie, qu'on y adhère. Hein. C'est pas parce qu'on considère qu'on prend
envisage effectivement des soins que automatiquement, nécessairement, on va y adhérer. Et ensuite, des patients, même délirants, expriment, quoi qu'il en soit, quelque chose de leur préférence et de ce qu'ils estiment être leur intérêt. Ça, j'imagine, ça va susciter la discussion, mais on pourra l'envisager ultérieurement. Ils sont en mesure d'exprimer leurs préférences, au moins en matière thérapeutique et concernant leurs conditions de vie. Et c'est en particulier vrai quand, dans des moments où ils ne sont pas en crise et que leur pathologie ne s'exprime pas de la façon la plus aiguë. Alors, dans un deuxième moment de cette réflexion, je vais considérer en fait comment on peut passer de ce qu'on appelle la capacité à consentir à la reconnaissance du caractère fluctuant du consentement. Alors, dans un premier temps, sous-temps, je vais essayer de montrer en quoi le fait de faire référence à la notion de capacité pour penser le consentement, c'est une impasse. C'est une impasse pas simplement en psychiatrie, mais aussi en médecine somatique. Alors, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, on considère que le consentement est valide pour autant que les individus seraient capables de consentir. Je vous passe le fait que probablement que ça peut avoir du sens pour des soignants en psychiatrie, mais alors en philosophie, c'est vraiment un truc hyper complètement étonnant, hein, cette capacité à consentir. Là, c'est vraiment un truc, plus j'y réfléchis, plus je me dis quand même c'est bizarre. Hein. Bref. Donc, l'interprétation courante, c'est que on aurait une capacité à recevoir une information, une capacité à comprendre, à écouter, capacité à raisonner, à exprimer librement sa décision et à la maintenir dans le temps. Donc ça, c'est de la littérature en psychiatrie qui considère que le consentement, c'est ça en fait. Hein. Et ça, c'est cette capacité. Et évidemment, cette référence à la capacité, je ne vais pas vous l'apprendre, ça a un rôle clé dans l'imposition des mesures de contrainte et dans leur légitimation. Simplement, cette notion de capacité, y compris par rapport, si on en revient aux exemples que je prenais tout à l'heure, ne rend pas du tout compte de la nature complexe du consentement et de la réalité de son actualisation chez des individus ordinaires, y compris chez vous et moi. Alors, en fait, si on se réfère à ces critères, donc je disais tout à l'heure, capacité à comprendre, à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision, à la maintenir dans le temps, en fait, si on réfléchit un petit peu, on voit bien que ces critères, ça disqualifie les prises de décision d'énormément de personnes, et encore une fois, d'énormément de personnes qui n'ont strictement rien à voir avec la psychiatrie. Donc, je le disais tout à l'heure, je n'y reviens pas sur la capacité à maintenir sa décision dans le temps. Au moins pour comprendre que ça relève vraiment de la construction, parce qu'au fond, dans le consentement, il n'y a rien qui dit ou qui suppose qu'on doive maintenir la décision dans le temps. En fait, le consentement, c'est quelque chose de synchronique qui advient à un moment du temps, qui concerne un moment précis, mais qui n'implique pas du tout une forme de diachronie. Autrement dit, quand on dit que le consentement revient à maintenir sa décision, ça veut dire qu'on ajoute ce qu'on appelle en philosophie une propriété accidentelle à un concept, alors même que ça ne participe pas de sa définition substantielle, pour reprendre des termes qui sont un petit peu techniques en philosophie. Donc en fait, ce qui se passe, ou ce que j'essaye de dire, c'est qu'on produit une norme du consentement éclairée, fondée sur la capacité qui est tellement exigeante, quand on part des définitions que je vous proposais tout à l'heure à partir de la littérature en psychiatrie, donc on se donne une norme du consentement qui est tellement exigeante qu'en fait, même pour des situations de décision ordinaire, elle n'est pas réellement pertinente, elle n'est pas pertinente, enfin, sauf parfois exception, et pas pertinente, y compris pour des gens qui n'ont, encore une fois, aucun problème de santé, que ce soit physique ou mental. Et concevoir en fait l'autonomie personnelle comme une manifestation de la rationalité, en fait, c'est simplement oublier que l'être humain, ça n'est pas simplement un agent rationnel. En fait, il n'y a que les économistes qui croient ça. Un être humain, c'est toujours pris dans des conditions particulières qui vont conditionner d'une façon ou d'une autre ses choix.
Ça, évidemment, pour un sociologue, c'est carrément le b.a.-ba. Et donc, concevoir que l'autonomie, c'est l'expression d'une liberté totale qui pousse chacun à faire ce qu'il veut et à réaliser ce qu'il veut, ben c'est pareil, ça relève d'une abstraction qu'en fait, on ne rencontre jamais dans l'existence. Néanmoins, encore une fois, ça a une fonction opérationnelle, si je puis dire, qui est très importante en médecine psychiatrique comme en médecine somatique. Alors, par exemple, bon, après, je pourrais revenir, si vous voulez, sur le détail des décisions de justice qui ont été prises, que ce soit en Belgique ou bien dans d'autres affaires, notamment, comme je vous le disais, pour sexualité hétérodoxe. L'élément pertinent, en fait, pour évaluer la capacité du consentement dans ces cas-là, ça n'était pas du tout... Excuse-moi. L'élément pertinent pour évaluer la validité du consentement, ça n'était pas la capacité, puisqu'au fond, ces personnes, et en l'occurrence cette femme, puisqu'en fait c'était une femme qui était dans une situation de victime, ça n'était pas la capacité, mais la situation dans laquelle l'individu était capable de donner son consentement. Et en l'occurrence, sa vulnérabilité. Autrement dit, là, ce qui est pris en compte, ce sont des conditions, et pas une capacité, qui sont liées à la situation, donc encore une fois, dans laquelle le consentement est formulé. Donc, comme je le disais en introduction, le fait de renvoyer le consentement à la capacité, c'est une interprétation rationaliste du consentement qui est, là pour le coup, intrinsèquement liée à une représentation de la maladie mentale comme aliénation. Autrement dit, vous voyez, si quelqu'un qui a des troubles psychiatriques, c'est quelqu'un qui est aliéné, fatalement, il ne va pas avoir la capacité, donc son consentement, il y a beaucoup de chances pour qu'il ne soit pas valable. En revanche, donc dans un deuxième temps de ma deuxième phase d'intervention, on peut envisager une conception compréhensive du consentement, donc pas rationaliste cette fois, mais compréhensive. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc de consentement, de conception compréhensive du consentement? C'est l'idée que le consentement serait par nature, là c'est pas mon idée, c'est une idée d'un de vos collègues, qui serait toujours partiel, temporaire, fluctuant et dépendant d'une relation de soins ou d'une équipe soignante, je cite. Alors, c'est pas complètement farfelu comme façon de concevoir le consentement. D'une part, ça fait écho à certaines dispositions de la législation française, notamment, comme je le disais tout à l'heure, en matière de directives anticipées. Ça fait aussi référence à certaines législations européennes qui diffèrent quelque peu de ce qu'on peut connaître en France. À ce moment-là, dans ce cadre de concept compréhensif, on va dire, du consentement, il est valable pour tout individu, qu'il soit patient de la psychiatrie ou pas. L'avantage, si je puis dire, c'est que ça ne produit pas des consentements qui sont a priori douteux pour certains types de patients. Et ça, ce n'est pas un consentement qui est a priori valide simplement pour la médecine somatique. Donc, c'est intéressant parce qu'au fond, ça ne distingue pas des catégories de patients, ce qui me paraît relativement intéressant. Assez intéressant. Donc, un médecin que j'ai interrogé considérait en fait que si on a une détermination ou une définition restrictive du consentement, il dit bon, à ce moment-là, on mettrait tout le monde sous contrainte, tous les patients seraient sous contrainte tout le temps. Je lis un petit peu ses propos. C'est compliqué. Le consentement, ça dépend vraiment de l'équipe soignante. On consent à des soins par un médecin ou à une équipe, et pas comme ça de manière inconditionnée. C'est dans le cadre d'une relation de soins. On consent à des soins particuliers et pas à être soigné comme ça de manière abstraite. Et on consent pour un temps, on ne s'engage jamais à vie. Donc le caractère comme ça, comme je disais, partiel, temporaire, fluctuant, dépendant d'une relation de soins, je trouve que ce sont des choses auxquelles on est confronté de manière massive. Donc, dans le cadre
dans le cadre de cette enquête, en fait, où, comme je vous le disais, j'interrogeais aussi les notions de libre arbitre, de responsabilité ou d'autonomie, ce médecin considérait qu'il y avait une place essentielle pour des notions, enfin pour que ces notions aient un sens qui soit parfois temporairement affaibli ou suspendu. Et qu'au fond, ce qui était important, c'était de ne pas isoler la psychiatrie des autres champs de la médecine. Alors, ce qu'on peut envisager, c'est que la détermination du consentement qu'on peut convoquer en psychiatrie se pose à la croisée de deux chemins. Celui de la représentation, voire du statut du patient de la psychiatrie, et celle de la place de la psychiatrie dans le champ des disciplines médicales. Effectivement, il n'y a pas simplement que la question du patient, mais il y a aussi la question de la discipline en tant que telle. Dès lors, en fait, qu'on adopte, qu'on adhère à une conception du consentement qui est fondée sur la capacité, on va avoir une catégorie de patients qui est réputée incapable de consentir, qu'on va nécessairement distinguer des autres types de patients, en l'occurrence les patients somatiques. Et au fond, la psychiatrie, ça va encore être une discipline à part au sein de la médecine. L'idée ici, c'est de montrer ou de suggérer que la psychiatrie et l'ensemble des disciplines médicales peuvent très bien convoquer une même interprétation du consentement qui, au fond, aurait pour vocation, pour conséquence du moins, de ne pas cliver des catégories de patients ayant un statut spécifique. Et au fond, à ce moment-là, on peut envisager que le consentement, ça soit une relation formelle entre justement un patient et une équipe médicale et pas simplement quelque chose qui relève de la capacité, d'une capacité abstraite d'un individu. Alors, pour finir, ou du moins pour un troisième temps de cette réflexion, je voudrais soulever la question de savoir si le consentement en psychiatrie doit être défini sur le modèle du consentement en médecine somatique. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette interprétation nuancée du consentement comme temporaire, fluctuant ou lié à un contexte relationnel, c'est quelque chose qui est au fond évidemment assez rare ou peu commun, vous pourrez peut-être me démentir. Et son intérêt, c'est qu'en fait, elle ne transpose pas strictement le modèle du consentement de la médecine somatique. Alors, justement, pour justifier cette adoption de cette interprétation un petit peu nuancée ou compréhensive du consentement, on peut je peux revenir sur les limites du modèle rationaliste du consentement. Alors, je le disais tout à l'heure, qu'il ne rendait pas compte de la réalité ni de la complexité du consentement humain. Mais en fait, il ne rend pas non plus compte de la complexité des situations, en particulier des personnes les plus vulnérables, en médecine somatique également. Alors, pourquoi, au fond, est-ce qu'il est ce consentement éclairé, ou du moins ce qu'on appelle le consentement éclairé, pourquoi est-ce qu'il est problématique ou intrinsèquement problématique en médecine somatique? Alors d'abord, dans certaines législations françaises, on observe en fait que cette référence n'est pas considérée comme intangible, dans la mesure où elle est investie d'une fonction instrumentale. Alors, en particulier, si on s'intéresse au prélèvement d'organes, on voit là, en l'occurrence, que l'histoire du consentement, c'est une fiction conceptuelle et juridique, ce qu'on appelle une fiction légale, en l'occurrence, le consentement présumé. C'est pour ça que je disais l'histoire du consentement. Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Un consentement présumé, soit vous consentez, soit vous ne consentez pas, mais le consentement présumé, c'est ça, quoi. C'est une fiction conceptuelle et juridique qui permet, en fait, qui autorise le prélèvement d'organes. Et au fond, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on fait fi de la réalité du consentement et de son existence, puisqu'il est présupposé. De même,
quand il y a une obligation de soins pour des délinquants, l'exigence du consentement à l'acte médical, ça fait aussi partie, enfin, est susceptible de faire l'objet de critiques. Plus généralement, enfin, pour d'autres situations, on va dire peut-être plus, enfin pas plus communes, parce que le consentement présumé, ça nous concerne tous, on projette sur un individu qui est malade, qui est fragile ou qui est vulnérable, un modèle de consentement qui est celui de l'individu non malade. Autrement dit, quand vous êtes dans votre lit dépendant d'une équipe médicale avec des médicaments qu'on vous donne, est-ce que vous êtes vraiment cet individu parfaitement autonome, indépendant et totalement rationnel qu'on imagine et qui sert de modèle pour penser le consentement dit éclairé? Pour citer une de mes collègues, on fait semblant d'ignorer que la capacité d'agir consiste à toujours se frayer un chemin parmi des choix qui sont libérés des conditions sociales et en partie contraintes par elles. Donc, dans la mesure où cette construction ou cette représentation du consentement valide fondée sur le consentement éclairé qu'on utilise en médecine somatique va permettre de distinguer entre des consentements qui sont valides et des consentements qui ne sont pas, on peut s'interroger sur sa pertinence. En particulier, après la loi du 22 avril 2005, demeure pendante la question de savoir si le patient dispose, après avoir été informé, d'une compétence suffisante pour partager véritablement, et pas simplement verbalement, la décision médicale qui lui est proposée. Est-ce que quand il est en situation de vulnérabilité, il est en mesure de prendre une décision qui concerne sa santé, y compris dans le champ de la médecine somatique? Vous voyez bien que cette référence à la compétence en situation de vulnérabilité, quelle qu'elle soit, elle demeure problématique. Et prendre justement pour modèle ce consentement libre, éclairé, inconditionnellement motivé, encore une fois, revient à ignorer la réalité du vécu, notamment parce qu'elle passe l'éponge sur les contraintes qui sont imposées à tout individu, les contraintes extérieures, contraintes inhérentes à la réalité humaine, à la réalité sociale, et à ce qu'on peut considérer comme tous les conditionnements qui relèvent de chacun d'entre nous. Alors, bon, vous voyez, en fait, cette réflexion, elle dépasse très largement le seul champ de la psychiatrie en réalité. En outre, le consentement, ça n'est pas non plus un principe justificateur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez consenti que ça justifie tout. En réalité, c'est simplement une condition légale. Condition légale à l'accomplissement de certaines actions, ou encore un moyen juridique pour protéger certains individus. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a consentement que de facto, l'action est légitime. Et là encore, il demeure la question de savoir ce qu'il en est des préférences et des désirs individuels, et que donc le consentement n'est pas un concept éthique qui suffit pour justifier un acte ou une conduite, sauf encore une fois à renvoyer à cette fameuse abstraction d'autonomie personnelle. Le modèle rationaliste du consentement tient pour acquis que le patient qui donne son accord le fait au nom d'une information complète. Alors ça, c'est pareil, en fait, l'information complète, ça n'existe pas, hein. Même les économistes admettent que obtenir sur une situation une information complète, c'est quand même une abstraction sans égale. Et que considérer que des désirs et des décisions ne sont autonomes que pour autant qu'ils sont complètement informés, c'est pareil, ça fait partie des abstractions qui sont difficilement justifiables et qui n'ont pas de réalité. En particulier, l'information qui vise à promouvoir le bien-être du patient et à respecter son droit à l'autodétermination, c'est une approche qui suppose que le bien-être de l'individu va consister à réaliser ses propres valeurs ou ses propres préférences plutôt qu'être en bonne santé.
Et ça, c'est une perspective holiste ou compréhensive qui n'est pas simplement médicalement centrée. Donc, ce qu'on peut considérer, c'est qu'au fond, peut-être qu'il est plus pertinent de penser l'autonomie non pas en termes de capacité ou de compétences, mais en termes d'auto-accomplissement, sachant que l'autodétermination du patient, ce n'est pas simplement prendre une décision, mais c'est tenter de favoriser au mieux ses buts, ses objectifs ou ses valeurs. Donc, dans ce cas-là, vous voyez qu'on s'achemine doucement vers une détermination du consentement en référence à des désirs ou à des préférences, à des valeurs individuelles qui va se départir des illusions qui sont attachées à la compréhension rationaliste du consentement fondée, encore une fois, sur la notion de capacité. Alors, des désirs, ce n'est pas des pulsions, hein, ce n'est pas des besoins. Les désirs, ça répond à une certaine logique, si on peut dire, qui donne une direction à la vie de l'individu. Quoi qu'il en soit, hein, de cette direction de vie, normalement, ça fait partie des choses qu'on ne juge pas dans des sociétés libérales. Mais les désirs, ce n'est pas simplement le fruit d'une délibération rationnelle. En fait, ça s'enracine dans ce qu'on appelle un être au monde, qui va pousser l'individu à exécuter certains projets qui sont le fruit de ce qu'il est, on peut dire, authentiquement. Dès lors, dans une perspective de respect de la personne, peut-être qu'il est moins important de considérer la capacité de l'individu à prendre des décisions que, au fond, ses préférences ou l'expression de ses désirs, qu'on appelle en philosophie désirs de premier ordre. Alors, pourquoi, encore une fois, pour avancer un petit peu, pourquoi est-ce que la référence au modèle du consentement éclairé qu'on a en médecine somatique n'est pas forcément absolument pertinente, ne serait pas forcément absolument pertinente ou appropriée en psychiatrie. Quand bien même, au fond, c'est encore aujourd'hui en France le socle légal. Alors bon, je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas y revenir, hein. Il y a des limites inhérentes à cette détermination rationaliste du consentement éclairé, mais il y a certains psychiatres qui mettent en doute sa pertinence. Par exemple, certains se demandent, je cite, peut-on se contenter d'une définition du consentement calquée sur celle du consentement éclairé qui prévaut en médecine somatique? C'est un peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Mais finalement, il y a les psychiatres qui se posent aussi la question. Et pourquoi, au fond, pourquoi ça ne serait pas le cas? Précisément pour un certain nombre de limites sur lesquelles je vais revenir et dont je vais ouvrir le champ. Alors, bon, j'ai dit tout à l'heure, effectivement, parce que déjà, le premier problème, c'est que ça distingue un consentement valide et un consentement qui ne l'est pas. Un consentement qui n'est pas valide, en fait, on ne voit pas bien ce que c'est. Mais surtout, la question, c'est qui est-ce qui évalue la validité du consentement? Et une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a décidé qu'il y avait des consentements qui n'étaient pas valides, qu'est-ce qu'on fait en fait du refus de soins en psychiatrie? Alors, je sais bien que ce que je dis, ça paraît un peu bizarre, surtout dans une session qui est consacrée à la contrainte, mais bon, quand même, on peut toujours s'interroger. Alors d'abord, qui est-ce qui évalue le consentement et qui est-ce qui décide qu'un consentement est valide ou n'est pas valide? Évidemment, la validité du consentement, là, et le refus de soins ou le refus de consentir, il va être soumis à une interprétation parce qu'on est devant des patients qui relèvent du champ de la psychiatrie. Ce qui est un peu moins le cas en médecine somatique, mais en fait, pas toujours. Alors, celui ou celle qui évalue la validité du consentement, c'est celui qui le reçoit, c'est-à-dire le médecin. C'est lui qui va requalifier le consentement comme valide et qui va octroyer la possibilité ou le droit de récuser sa validité. Et donc, de ce fait, mettre entre parenthèses l'expression des préférences du patient dont il s'occupe. Alors, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, en fait, cette requalification du consentement en consentement valide, simplement, ça permet de disqualifier. De toute façon, un consentement qui n'est pas valide, je ne vais pas dire que ça ne vaut pas, mais c'est un peu ça quand même.
Ça permet qu'il n'y ait pas de consentement en réalité. Donc, par exemple, alors je vais citer un médecin qui travaillait en fait en précarité avec des patients qui avaient des formes assez graves de maladies psychiatriques et qui envisageaient le consentement comme une perte de la capacité à faire un choix. Donc, je vous lis un extrait. Il dit « Quelqu'un qui délire, qui a un doux délire, qui pense qu'il est sur la Lune et qui ne veut pas être hospitalisé, bon, jusque-là, on pourrait dire que tout va bien s'il ne souffre pas trop. Mais à partir du moment où il dit que le seul moyen d'atteindre la Lune, c'est d'escalader la tour Eiffel et qu'il commence à l'escalader, bon, bah là, pour moi, il y a une perte de compétence, au sens où il n'est plus libre de son choix, puisqu'il est envahi par son délire et que son délire le met en danger ou met en danger les autres. » Alors, ce médecin, en fait, il va proposer une interprétation archétypale de la capacité à consentir. Je continue de citer. « C'est pas parce qu'on est schizophrène ou délirant que le refus est systématiquement irrecevable. » Quelqu'un qui pense qu'il est sur la Lune, en fait, c'est un truc hyper récurrent, la Lune, j'ai remarqué, pour lequel il n'est pas besoin d'une hospitalisation en urgence. Il vous dira qu'il ne veut pas être hébergé parce que je me suis fait agresser pendant l'hébergement, il est malade, il est dans une compétence un peu limite pour accepter ses médicaments ou les refuser, mais on va faire en sorte de rester en lien avec lui. Il est compétent pour dire qu'il peut refuser un hébergement. La maladie n'entraîne pas ipso facto une incompétence, bien sûr. La compétence est perdue. La compétence perdue est une compétence qui se perd par secteur. Il y a des secteurs dans lesquels on peut rester compétent et des secteurs dans lesquels on peut ne pas l'être. Alors, en fait, là, la façon dont on disqualifie la compétence et le consentement, c'est de la cliver en réalité. Et ça reflète une interprétation de la maladie mentale autour du clivage qui serait au centre de la pathologie mentale. Le psychiatre, c'est évidemment l'instance de référence pour discriminer, comme je le disais, le consentement valide et celui qui ne l'est pas, parce que lui, c'est l'incarnation de la rationalité, ça va de soi. Rationalité qui vient de krinein en grec, qui signifie la discrimination, et discrimination qui va être l'opérateur permettant, autorisant l'imposition de la contrainte, du soin et de l'hospitalisation sous contrainte. Donc cette référence à la compétence ou à la capacité, elle est récurrente dans l'interprétation de la validité du consentement. Je pourrais encore faire une citation puisque j'ai un petit peu de temps. Là, on parle d'une patiente SDF. Le médecin dit si cette patiente n'accepte pas et qu'elle se trouve dans une situation la mettant en danger, eh bien à ce moment-là, on prend la décision à sa place, au sens où on a repéré à ce moment-là une perte de la compétence du choix. Compétence au sens de capacité à faire un choix. Il y a des consentements éclairés, il peut y avoir des refus éclairés. Donc là, vous voyez que cette disqualification du consentement, puisqu'il y a des consentements qui sont éclairés et d'autres qui ne le sont pas, va autoriser et légitimer l'introduction de la contrainte. Bon, je ne vais pas citer 40 personnes, mais je pourrais le faire encore. Sachant qu'on va ensuite introduire l'intérêt du sujet pour participer en fait de la légitimation de l'imposition de la contrainte. Là encore, on est dans des dispositions normatives, puisque considérer qu'un consentement éclairé ou l'est pas, c'est une formulation normative qui va placer en son cœur la référence à la capacité, à la compétence, et en s'appuyant sur l'idée nourrie par la littérature que l'incapacité est une caractéristique de la maladie mentale. En effet, voilà, donc pour cette caractérisation, donc je cite la littérature des Carpentries 2007. En psychiatrie, ce qui permet de consentir, le jugement, l'affectivité, la relation à autrui, est précisément ce qui est atteint, perturbé, bouleversé par la maladie mentale. Et comme le rappelle une des personnes que j'ai rencontrées, je cite, on a imposé pendant 2 siècles, dans certaines circonstances, aux patients de se soigner, car ils n'avaient pas cliniquement et juridiquement la capacité de comprendre et d'exercer leur volonté pour se soigner. Ça correspond à 15% des gens traités à l'hôpital. 85% des patients ne sont jamais hospitalisés. Alors,
ce qui se passe dans cette construction, en fait, du discernement, du consentement, c'est l'utilisation de signes cliniques. Alors, comme il me reste 10 minutes, je ne vais pas revenir sur le détail des citations que j'aurais pu vous proposer, mais cette idée de repérer des signes cliniques dont le médecin et les équipes sont les seuls juges, ça autorise en fait à identifier le discernement. Et c'est grâce à, je cite, notre expertise clinique, notre formation, qui permet de repérer des signes cliniques qui vont faire que on va savoir s'il y a une capacité à consentir ou pas. Notamment, en fait, on considère que les raisons avancées par le patient doivent être partageables avec autrui et communicables. Alors, et dès lors, ce consentement recevable, il va être constitué et interprété comme une capacité à prendre une décision qui sera reconnue comme sensée ou raisonnable, avec cette idée d'acceptable pour d'autres, d'acceptable pour autrui, qu'il s'agisse en fait du traitement ou d'une décision de placement en institution. Alors là encore, on est toujours, encore une fois, dans ce modèle rationaliste du consentement qui est très, très exigeant et dont on peut se demander, au fond, s'il est toujours pertinent pour toutes les décisions qu'on prend les uns les autres dans notre vie quotidienne. Alors, évidemment, cette requalification du consentement fondée sur l'aptitude ou la capacité va introduire un biais dans l'interprétation ou l'appréhension de la situation du patient du fait de sa vulnérabilité et des difficultés qu'il affronte. Donc, ce qu'il advient, c'est qu'on a une disqualification du consentement qui va reposer sur une analyse du choix en termes de compétences, de capacité à prendre des décisions, alors qu'on se trouverait dans une situation qui est différente si on faisait une place, ou du moins une place plus grande, à un consentement en termes de préférence ou d'expression de valeurs personnelles. Et donc, j'en viens pour finir à cette question du refus de soins, où, comme je le disais tout à l'heure, quand on est dans un modèle rationaliste du consentement, qu'est-ce qu'il advient ou quelle place il demeure pour le refus de soins, en particulier en psychiatrie, sachant encore une fois que le refus de soins, normalement, c'est quelque chose qui a été validé, pour ne pas dire imposé, dans la loi française pour la médecine, mais en l'occurrence pour la médecine somatique. Donc, évidemment, l'imposition de la contrainte, ça acte l'impossibilité du refus de soins. C'est évidemment un pléonasme, mais je le rappelle. Comme je le disais tout à l'heure, consentir, c'est accepter qu'une chose se fasse, autoriser, permettre, avec ce double sens négatif et positif. Alors, comme vous le savez, comme je le rappelle, la littérature médicale souligne qu'en pratique, la priorité absolue doit être donnée au consentement du patient. Lorsqu'il refuse des soins, il convient de lui donner une information tout aussi précise et efficace que pour obtenir son consentement. En d'autres termes, le refus doit être éclairé. Alors, avant d'envisager même cette question de refus éclairé, on peut toujours se demander comment un patient, dans la vulnérabilité du fait de sa situation de patient qui est la sienne, peut conserver la possibilité de dire non. Au fond, quel est le protocole ou l'espace qui permet que ce refus trouve une place, puisse être audible et ait un sens, ou du moins des conséquences. Alors, cette vulnérabilité, elle suppose toujours d'interroger les conditions dans lesquelles le consentement d'une part et le refus d'autre part sont obtenus. Et effectivement, il y a des situations évidentes dans lesquelles en fait ce recueil du consentement est problématique. Alors, là c'est pareil, j'avais une situation que je vais un petit peu abréger, mais effectivement, quand le consentement, alors on me rapporte que certains collègues se vantent en fait
de recueillir des consentements sous la contrainte. Bon, ben là, je vous laisse apprécier ce qu'il en est, hein, un recueil de soins sous la contrainte. Pardon, recueil de consentement sous la contrainte, ça se passe de commentaires, hein, puisqu'en fait, c'est un consentement, je cite, qui n'en est pas un. Ça semble évident. Mais comme vous le savez, pourtant, cette liberté du patient de refuser ou d'accepter, c'est une exigence éthique fondamentale qui est énoncée dans le Code de la santé publique. Je vous passe la référence de l'article que j'ai sous les yeux. Sauf que effectivement, ce droit fondamental, il a un statut tout à fait particulier en psychiatrie. Voilà. Voilà. Bon, je passe sur les citations puisqu'il me reste 3 minutes. J'ajoute néanmoins que ce refus de soins, il ne concerne pas simplement, mais bon, vous le savez mieux que moi, l'hospitalisation, mais aussi le traitement, puisqu'au fond, en ambulatoire, on trouve des attitudes très hétérogènes à l'égard du refus de soins, puisque là encore, il y a des requalifications qui permettent une disqualification du refus de soins par rapport aux traitements qui sont proposés. Alors, il est certain que chez certains praticiens, cette possibilité de passer outre le consentement du patient ouvre un questionnement éthique, hein. Certains se demandent, mais de quel droit peut-on décider à la place du patient? Est-ce qu'on doit contraindre le patient ou est-ce qu'on doit l'éduquer? Est-ce qu'on peut écouter qu'il refuse un des aspects du traitement, en l'occurrence médicamenteux? C'est aussi une question éthique, donc finalement la question elle se pose, hein, c'est évident. Mais là encore, celui qui reçoit et apprécie le consentement, c'est évidemment celui qui va délivrer les soins. Et apprécier sa validité aussi bien de façon diachronique que synchronique. Donc, alors, juste avant de conclure, juste un mot pour dire qu'il y a dans certains pays, en particulier en Allemagne, des dispositifs ou des protocoles qui existent pour les situations de crise ou avec ce qu'on a pu appeler le testament psychiatrique, qui répondait un petit peu aux recommandations du Conseil de l'Europe, où cette possibilité pour le patient d'exprimer ses désirs ou ses souhaits pour les moments de crise était recueillie en réalité, et où là, en fait, à travers ce dispositif, qu'on peut considérer comme un contrat ou un pacte avec le patient, on recueille en fait ses désirs, ses préférences, les valeurs de la personne pour les situations où on va considérer qu'il n'est pas en mesure de donner son consentement, soit d'exprimer ce qui serait souhaitable pour lui. Mais pour l'instant, je ne crois pas qu'en fait ça fasse partie des protocoles les plus utilisés encore en France. Alors, quelques mots pour conclure, puisqu'il me reste 1 minute. L'usage fait de la notion de consentement en psychiatrie est, comme je l'ai quelque peu rappelé, parfois singulier, puisque à la notion de consentement éclairé se substitue celle de consentement valable, dont la validité est appréhendée à l'aune de raisons partageables par autrui. Cette torsion du sens de la notion de consentement s'opère à partir de critères d'appréciation qui consistent notamment dans l'information complète et comprise. Plus généralement, la question de savoir si on doit exploiter en psychiatrie la notion de consentement telle qu'elle a été construite en médecine somatique demeure un enjeu majeur. Et il me semble que si on isole et qu'on construit une forme de consentement qui n'a de validité qu'en psychiatrie, on contribue à produire ou à consolider une catégorie de patients à part, les patients de la psychiatrie qui vont bénéficier une nouvelle fois d'un régime spécial. Si l'on en reste par ailleurs à une acception du consentement valide, on se pose, comme je l'ai dit, la question de l'instance évaluatrice du consentement, hein, qui évalue le consentement, qui évalue sa validité. Mais que l'on envisage la médecine somatique ou la médecine psychiatrique, on peut douter que la détermination la plus appropriée du consentement se formule en termes de capacité. Comme je vous l'ai dit, en fait, le point d'appui de mon propos, c'était une enquête qui a été menée dans le champ de la psychiatrie, mais ce n'est pas du tout évident qu'au fond, la réflexion que je vous propose ne vaille qu'en psychiatrie.
et subordonner l'expression du consentement et de sa validité à la compétence, aux capacités de l'individu, n'est peut-être ni souhaitable ni opportun, dès lors que les sujets concernés sont des personnes qui sont vulnérables, que ce soit sur le plan mental ou physique, autrement dit psychiatrique ou somatique. En revanche, assumer une interprétation du consentement qui fasse une large place à l'expression des valeurs, des préférences des individus, pour autant qu'elle n'atteigne pas effectivement à la liberté d'autrui, elle mérite d'offrir une notion du consentement qui soit homogène à l'ensemble du champ médical et en outre qui ne soit pas excluante, c'est-à-dire qui ne mette pas à l'écart une catégorie de patients qui seraient réputés incapables de donner leur consentement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour cette intervention et le timing. Peut-être qu'on aura l'occasion dans la discussion de revenir sur des éléments que vous avez dépassés. On ne m'entend pas, me dit-on. Vous m'entendez mieux? Oui. Pardon. Merci beaucoup pour cette intervention et pour le respect du timing. On prendra peut-être le temps dans la discussion, si ça revient, en tout cas, que vous puissiez mettre des précisions sur lesquelles vous avez là été un petit peu rapidement. J'invite tout le monde à faire remonter leurs questions ou les réactions par écrit sur le chat et également à prémontrer, à me faire signe quand vous avez des questions à l'oral à poser. Peut-être dans un premier temps, une question qui est arrivée en cours de route pendant votre présentation de Jeanne Daumal qui pose la question de la différence entre le consentement et l'assentiment, notamment dans le soin psychiatrique, si vous faisiez cette différence. Le consentement, ça renvoie à des exigences qui sont légales et législatives en réalité. Après, l'assentiment, c'est une forme, à mon avis, d'un point de vue sémantique et philosophique, encore plus faible que le consentement, parce que déjà que le consentement, c'est une forme par défaut de la volonté. Mais alors là, l'assentiment, oui, d'un point de vue conceptuel, c'est une forme encore plus dévaluée, je veux dire sans jugement de valeur, mais affaiblie du fait de donner son accord. C'est vraiment l'assentiment où vous êtes, s'il y a une échelle, vous êtes sur un degré inférieur. Ce n'est pas quelque chose qui est ressorti de vos entretiens avec les différents professionnels que vous aviez pu rencontrer? C'est-à-dire que les professionnels, ils vont parce que ce sont des médecins rechercher le consentement parce que c'est ce que la loi leur impose. En fait, on ne leur demande pas de rechercher l'assentiment, on leur demande de rechercher le consentement. Après, dans une relation de soins, une fois que vous pouvez comment dire, discuter, les personnes peuvent accepter, mais au fond, l'enjeu, c'est quand même de recueillir en médecine le consentement, puisque c'est ça que la loi vous demande. Ok. Est-ce que nous avons d'autres réactions ou d'autres questions? Peut-être du côté de Prémontré, s'il y a certains professionnels qui ont eu du coup des réactions ou des partages d'expérience. Ou à distance, hein, si vous êtes plus à l'aise pour poser vos réactions à l'oral. On peut profiter du fait qu'on soit tous en visioconférence pour vous donner la parole. Si vous prenez, vous pouvez demander la parole soit en mettant votre caméra en route, soit en utilisant la petite option lever la main que vous avez en bas de votre fenêtre dans les réactions. N'hésitez pas. Après montrer, je vois Laurent Barré qui demande la parole. Alors. Vous m'entendez? Oui, faiblement. Vous pouvez vous rapprocher, mais c'est bon. Oui. C'est bon. Moi, j'avais juste une question un peu pratique du recueil du consentement.
mais surtout dans la temporalité, surtout quand on est confronté à un patient en crise. Est-ce qu'on a toujours le temps de pouvoir justement recueillir pleinement ce consentement, de le valider avec lui? Voilà, moi, en général, quand on vient à l'hôpital, c'est qu'on n'est pas bien. Et, dans des périodes de crise, d'agitation, il faut agir. On est dans une période, dans une situation exceptionnelle. Donc, se pose quand même ce problème du recueil, oui, mais dans quelle temporalité? Voilà, moi, c'est un peu la question que je me pose comme ça en vous écoutant. Vous savez, pour moi, la position, elle est simple. Hein, je n'ai pas de patient. Mais... le temps, c'est celui qu'on se donne en même temps, non? Alors, je sais, enfin, j'ignore pas les contraintes qui sont celles qui sont les vôtres. Hein, C'est une question très pratique. Hein. Oui, bien sûr. Non, mais je sais. Après, bon, vous voyez, moi, j'ai fait enfin, je vous fais un exposé. Je vous partage mes réflexions. Enfin, vu de l'extérieur, en dépit de cette enquête que j'ai faite, je jette la pierre à personne. Je connais les conditions d'exercice de la psychiatrie aujourd'hui en France qui sont extrêmement dégradées. Je sais bien que vous êtes partout en sous-effectif, que vous n'avez pas le temps de faire votre métier comme vous voudriez le faire. Et enfin, on va reprendre toujours les mêmes exemples, mais il y a une certaine époque où quand on était avec les patients, vous étiez plus nombreux et que vous parveniez à les encadrer davantage, je pense que il y avait peut-être davantage, vous parveniez mieux à être dans un soin qui était, bon, comme on dit, contenant, avec des moyens de contrainte moins contraignants, si je puis dire. Enfin, vous voyez à quoi je fais allusion de toute façon. Bien sûr qu'il y a des patients qui sont hyper opposants, mais pour autant, je pense que vous avez, je ne vais pas dire les capacités, ça serait malvenu, mais vous avez le savoir-faire pour parvenir à faire entendre à une personne, y compris en crise, parce que justement c'est votre pratique, que des soins dans certaines circonstances sont nécessaires, sans avoir à les imposer par la force et la contrainte à des individus qui sont en crise. Je pense qu'une grande partie de la psychiatrie a fait cette expérience. Et même, je crois que d'un point de vue humain, on peut aussi le comprendre. Simplement, je sais très bien qu'aujourd'hui, c'est très, très compliqué dans les circonstances dans lesquelles la psychiatrie s'exerce actuellement. C'est pourquoi, encore une fois, hein, quoi que j'ai dit, vraiment, je jette la pierre à personne parce que je sais très bien ce que sont les moyens de la psychiatrie aujourd'hui. Hein. Enfin, ça faut vraiment que ça soit clair, quoi. J'ai une deuxième question. Est-ce que vous pensez que les professionnels de santé peuvent s'améliorer et comment dans ce recueil du consentement? Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, manquerait en psychiatrie sur le recueil du consentement? On sait par exemple qu'à un moment donné, alors je parle peut-être plus pour la somatique, on a pu reprocher à certains médecins, notamment, de manquer un peu de tact dans l'annonce des mauvaises nouvelles. Et je pense qu'il y a eu un gros travail qui a été fait par la communauté médicale et soignante en général. Sur le recueil du consentement, qu'est-ce qui, selon vous, pourrait faciliter, en tout cas, la bonne compréhension des soignants et des soignés? Vous voyez, je comprends que votre souci, ça soit recueillir le consentement. Mais en fait, le problème, c'est pas recueillir enfin, de mon point de vue, hein, le problème, c'est pas recueillir le consentement. Ça, c'est un acte qui est légal, et formel et juridique. À mon avis, dans une relation de soins, l'enjeu, il n'est pas là. Parce que le recueil du consentement,
je vais dire les choses crûment, mais c'est le truc pour se protéger d'un point de vue juridique et du point de vue de la loi. En fait, l'enjeu, c'est que dans la relation soignant-soigné, la personne soit d'accord pour recevoir les soins. Vous voyez, on n'est pas obligé de parler en termes techniques de recueillir le consentement, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, cette histoire de consentement, c'est une construction, en fait. Le problème, c'est que, enfin, l'enjeu, c'est que vous ne soyez pas à mettre la personne sous contrainte pour pouvoir la soigner. Il faut qu'elle arrive à être d'accord, mais qu'elle le veuille vraiment. Alors, vous allez me dire, bon, elle est sympa, cette philosophe, mais bon, elle n'a jamais eu affaire à un patient de psychiatrie. En fait, oui et non, parce que, en fait, après, je pense que vraiment, l'histoire... Alors, effectivement, c'est plus facile quand vous avez des patients que vous connaissez, parce que vous les connaissez, vous savez comment leur parler, vous savez les... Je ne vais pas dire les approcher, mais la relation s'est instaurée, une forme de confiance également, normalement, mais ça, j'en doute pas. Si ce sont des patients que vous suivez, normalement, je veux dire, ils vous font au moins partiellement confiance et normalement, ils savent que vous êtes là pour eux. Donc, après, parce qu'après, si vous me demandez, est-ce qu'il faut faire un recueil un formulaire avec des termes simplifiés où ils vont cocher des croix, vous voyez, genre directive anticipée, est-ce que vous voulez une trachéotomie ou pas, est-ce que vous voulez être tétraplégique ou pas, je ne crois pas que ce soit la bonne solution. Mais après, vous disiez qu'il y a une bonne compréhension, oui, je pense que c'est ça. C'est que, alors, je sais bien un patient qui est en crise, auquel il est difficile de faire entendre quelque chose. Oui, c'est sûr que c'est compliqué, mais c'est des patients de psychiatrie. Hein. Après, pour l'annonce de la mauvaise nouvelle, bon, je ne partage pas totalement votre avis sur le fait que, oui, certes, il y a eu des progrès, mais enfin, on n'est pas encore. Je vous le dis pour participer en fait au comité d'éthique des anesthésistes réanimateurs. Au niveau de la bonne nouvelle, c'est pas encore totalement, ça fait pas totalement partie des acquis, on va dire. Et donc, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen, puisqu'on est des humains, que ça passe par le dialogue. Je veux dire, aussi compliqué que ça soit, hein, je ne sous-estime pas les difficultés de communiquer avec un patient qui est en crise. Après, me semble-t-il, hein, il faut aussi que... j'ai tendance à dire qu'il y a un tropisme auprès chez les médecins, et bon, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Hein. Il y a cette volonté absolument de vouloir soigner toujours, de vouloir soigner et de donner un traitement thérapeutique. Or, on a du mal à accepter le fait qu'il y ait des personnes qui veuillent pas se soigner au sens thérapeutique, vous voyez, médicamenteux lourd. Et ça, je crois que je pense que c'est très compliqué à entendre. Alors, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de... Je veux accuser personne, mais c'est difficile pour le corps médical parce qu'il a été formé comme ça, qu'un médecin, ça doit soigner, ça doit donner des médicaments, et puis voilà, il est là pour ça, quoi. Et c'est aussi difficile pour une certaine partie du public de considérer que soigner, c'est pas nécessairement recevoir des médicaments. Mais dans d'autres cultures, j'évoquais l'Allemagne, je ne veux pas faire de l'Allemagne un modèle absolu, hein, mais on va dire dans d'autres pays, il y a d'autres façons d'envisager la relation de soins. Parce que bien sûr, votre fonction et je ne sais pas si je dois dire votre vocation, mais vous êtes des soignants. Néanmoins, il y a différentes façons de soigner. Vous voyez, c'est l'histoire du care et du cure. Prendre soin, il y a de multiples façons de prendre soin. Et ce n'est pas parce qu'on est un soignant professionnel que nécessairement c'est la chimie à tout prix, quoi. Je ne sais pas ce que vous pouvez m'objecter. Non, mais je vous comprends, mais
peut-être qu'on devrait à ce moment-là faire une espèce de parangonnage avec ces cultures médicales un peu différentes. Après, vous savez, je vous ai coupé la parole, mais par exemple, il y a des expériences qui ont été faites sur les pères aidants. Ça fait partie des dispositifs thérapeutiques parce que vous voyez, en fait, là, ça introduit un tiers dans la relation soignant-soigné avec des personnes dans lesquelles, pour les patients, il est tout de suite plus facile, si on peut dire, de faire confiance parce que ce sont des malades ou des personnes qui ont eu l'expérience de la psychiatrie et qui peuvent servir. Bon, je ne vais pas dire de médiateur parce que ce n'est pas une relation qui est conflictuelle patient-soignant, mais qui peuvent aider dans des situations où parfois la communication elle est difficile ou qui, ayant elles-mêmes eu l'expérience de la psychiatrie, voire de la contrainte, sont bien placées en réalité pour pouvoir appréhender d'une façon plus, comment dire, plus, on va dire, duale la situation difficile du soin qui a priori va pas être consenti. Et si j'en crois ce que j'en sais, ça fonctionne plutôt pas mal en réalité. Après, c'est toujours pareil, vous voyez, c'est une question de moyens, mais ça dépend pas de vous et ça dépend pas de moi. Peut-être pour poursuivre la discussion, Frédéric Gémont, qui à l'extérieur, à distance, demandait la parole. Je lui laisse la parole le temps de sa question et je vous laisse vous présenter également. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Voilà. Oui, donc je ne suis pas du tout médecin, je suis juriste, magistrate. Et en fait, ce qui m'a intéressée, c'était l'intitulé et le mot de déontologie. Mais je l'ai pas entendu, j'ai pas du tout entendu ce terme dans votre exposé. Et j'aurais voulu savoir justement si en matière déontologique, notamment en matière de décision par des chambres disciplinaires, est-ce qu'il y avait une jurisprudence? Est-ce qu'il y avait des exemples concrets donc, de décisions de chambres disciplinaires en matière de consentement psychiatrique? Alors, le terme de déontologie, en fait, il n'est pas de moi parce que ça ne relève pas de mon registre. Moi, je fais de l'éthique, pas de la déontologie, parce que la déontologie, ça relève des médecins, ce n'est pas mon champ de compétences. Après, quand vous parlez de chambre disciplinaire, vous voulez dire dans le des juridictions donc chargées d'appliquer le droit déontologique. Il y a eu non, alors en fait, si c'est pour répondre sur le droit déontologique, là, je ne peux pas vous répondre. En revanche, des décisions de justice qui ont été prises sur des soins sans consentement abusif, oui, il y en a eu. Mais il y en a eu, oui. Mais après, pour des questions de déontologie, ça, je peux pas vous répondre. Est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être pour préciser aussi le titre, l'idée c'est qu'on reprenait sur ce séminaire-là, sur les 10 mois qui nous occuperont, différents chapitres finalement de l'état de l'art autour de la contention, la liberté, le soin, un peu la réflexion autour de ces 3 piliers-là. Et une des parties de la question autour de la déontologie, c'était le consentement. Mais bien sûr, Caroline Guibé-Laffer ne répond pas à tout le domaine de ce chapitre-là que vous pouvez retrouver dans le dossier sur le site de la chaire de philosophie. On aura d'autres séances aussi qui pourront peut-être aborder d'autres éléments de réponse sur cette question-là. Et je relaisse la parole à la salle de Prémontré qui a également d'autres réactions. Oui, bonsoir. Ma question était celle de pourquoi on continue à être dans le clivage entre le somatique et la psychiatrie? C'est pas moi. Comment on parle de consentement? Pourquoi on continue? Mais parce que je vous réponds par rapport à ce que j'ai entendu. Pourquoi? Parce qu'on considère que les patients de la psychiatrie, ce n'est pas des patients comme les autres, simplement, au motif qu'ils ont des troubles psychiatriques. Après, c'est une représentation. Oui, moi, je vous dis ce que je pense. C'est une représentation de la maladie mentale. Vous voyez, on dit il est schizophrène, on ne dit pas il a une schizophrénie.
On ne dit pas c'est un cancéreux, on dit il a un cancer. Bah, voilà, c'est ça. Mais en fait, tout le dispositif, bah, vous voyez bien, regardez, il n'y a pas en médecine somatique de soins sous contrainte. Vous voyez le truc, quoi. Vous imaginez, on serait obligé d'avoir une chimiothérapie parce qu'on a un cancer et qu'en fait, on refuse les soins. Mais la loi Leonetti, elle a été faite justement, oui, pour le refus de soins. Mais imaginez qu'on dise cette personne qui a une schizophrénie, qui est délirant, en train de faire je sais pas quoi dans la rue, que le préfet puisse pas dire bah faut qu'il aille à l'hôpital psychiatrique, vous voyez. Et on le justifie parce qu'en fait, il a des troubles psychiatriques et qu'on considère qu'à lui, on peut imposer des soins parce que c'est un malade de la psychiatrie. Mais ça, c'est une... Bon, bah, je vais dire quelque chose qui peut-être vous semble une horreur, mais c'est une construction sociale. Il y a, je veux dire, il y a un certain nombre de siècles, on ne faisait pas ça. Alors, vous allez me dire, on n'avait pas les mêmes moyens médicaux, mais non, en fait, non, quoi. On ne faisait pas ça. C'est juste que dans nos sociétés aujourd'hui, on a construit cette catégorie d'individus que sont les malades mentaux, pour employer une expression qu'on n'utilise pas trop, parce que c'est quand même, c'est pas hyper chic, mais enfin, si vous poussez un peu les gens, c'est quand même ce qu'ils vont dire, de gens à qui on peut imposer des traitements spécifiques qui, quand même, des fois, sont quand même très, très agressifs, ou pour pas dire invasifs, au motif que c'est une catégorie de gens à part. Mais ça, c'est une construction sociale en réalité. Parce que sinon, vous voyez, on peut faire plein de catégories de gens différents. Par exemple, je parlais des gens de petite taille tout à l'heure. Bah, ça aussi, c'est une catégorie. On pourrait considérer que c'est une catégorie de gens particuliers. Et en fait, on l'a considéré. La preuve, c'est qu'on fait du lancer de main. Mais oui, on ne lance pas les gens qui font 1m70, par exemple. Enfin, je rigole, c'est pas drôle, mais vous voyez, tout ça, c'est des représentations sociales en réalité. Alors, je dis pas que c'est difficile. Je dis pas que c'est pas difficile à gérer quelqu'un qui va casser toutes les voitures dehors au motif qu'il y a quelqu'un qui lui dit, comme disait l'autre médecin, il faut briser la glace, par exemple. Bon, bah, effectivement, il faut trouver une solution pour que cette personne arrête de casser toutes les voitures, parce que bon, c'est sûr que c'est un peu pénible. Mais pour autant, est-ce qu'on est obligé de lui foutre l'étiquette malade mental? Vous voyez? C'est comme pour le paranoïaque. On a un objectif commun, c'est celui du soin, et d'appliquer les droits aussi du patient, que ce soit en psychiatrie ou au niveau somatique. Oui, tout à fait. L'inverse peut se produire. La démence est classifiée comme plutôt psychiatrique ou somatique. Donc, un dément qui ne donne pas son consentement pour une opération chirurgicale, ça ne pose pas de problème. Et les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, on fait comment? On n'opère pas. On n'opère pas, vous dites? Non, on a un cas concret, effectivement, on n'a pas opéré. Ah bah ça dépend où, hein. Ça dépend où, parce que... Non, ça dépend où. Hein. On a un tronc commun, c'est celui de la relation d'aide, hein, comme elle est déterminée par Carl Rogers, hein, notamment. Et c'est un peu plus compliqué en psychiatrie en termes, effectivement, de consentement. Oui, je suis bien d'accord avec vous. Après, oui, après, par rapport... Enfin bon, je dis... Il y a la question, parce qu'aussi, en fait, parce que là, en fait, on raisonne enfin, comme si on avait des ressources illimitées. Mais en réalité, sur ces questions de personnes malades d'Alzheimer ou bien qui ont une démence, souvent la question aussi à l'esprit des médecins, c'est qu'on est dans des situations quand même qui sont plus aujourd'hui de ressources illimitées à l'hôpital. Donc ça conduit à faire des choix quand même. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure là sur pourquoi est-ce qu'on fait des patients qui ont des troubles psychiatriques des malades à part, il n'y a qu'à voir la production, et non c'est pareil, c'est pas vous que je vais le dire, de nouvelles catégories de maladies
avec les DSM. Ça, c'est pour, illustrer ce que je disais sur le fait que ce sont des constructions sociales. En fait, chaque année, enfin pas chaque année, mais à chaque renouvellement du DSM, il y a une nouvelle pathologie. Et c'est pareil, ça produit des catégories de malades en réalité. Ça labellise. Une dernière question, s'il vous plaît. À partir de quel âge on peut prétendre avoir un consentement? Ah bah, il y a des réponses qui sont simples. Là, je vais juste me tromper. Là, pour ce qui a été décidé récemment pour les relations sexuelles avec des mineurs, je ne sais plus si c'est 15 ans ou 13 ans, mais je crois qu'en dessous de 13 ans, vous ne pouvez pas consentir à des relations sexuelles, me semble-t-il. Hein, je ne sais plus si c'est 13 ou 15, mais ça vient d'être voté. Voilà, bah ça, c'est ce que je peux vous répondre d'un point de vue juridique. Après, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez bien que, enfin, il y a des conditions sociales enfin, regarde, enfin, on peut prendre l'exemple de la prostitution, par exemple. Vous êtes famille monoparentale, vous avez des enfants, pas de diplôme, etc. Vous vous prostituez, vous consentez, vous choisissez, vous faites quoi? Alors, votre question, c'était sur les mineurs. Bah, dans la loi française, parce que la réponse, elle est soit juridique, soit à la limite philosophique. Mais alors juridique, bah, je vous réponds, tant que vous êtes mineur, de toute façon, il faut l'autorisation parentale. Et pour les relations sexuelles, c'est donc soit 13 ans, soit 15 ans, j'ai oublié l'âge. Et après, d'un point de vue philosophique, bah, vous voyez, c'est que je pense que la question de la réalité du consentement, elle s'interroge en fonction des situations et des conditions sociales et aussi des contraintes, on va dire, qui pèsent sur vous, quel que soit votre âge en réalité. Après, vous savez, il me semble quand même que l'histoire de l'instrumentalisation du consentement, elle a une pertinence, quel que soit l'âge et le contexte dans lequel on se trouve, parce qu'au fond, la personne qui recueille le consentement, elle est toujours bien contente de recueillir un consentement un consentement de la part d'autrui, quelle que soit la situation qu'on choisit. Vous voyez, par exemple, vous voulez emmener vos enfants, je ne sais pas, faire de la luge à 350 km, ils n'aiment pas faire 4 heures de voiture. Bah, vous allez leur dire tu veux faire de la luge ou tu veux pas faire de la luge? Bon, bah, si tu veux faire de la luge, il faut monter dans la voiture. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? Bon, bah, d'accord. C'est quoi ce consentement, quoi? Vous voyez? Moi, j'aurais une toute petite question pour revenir par rapport à ce que vous évoquiez dans votre présentation tout à l'heure sur les signes cliniques qui étaient un peu identifiés par vos enquêtés pour définir la capacité à consentir. Est-ce que c'est des signes qui étaient liés justement aux maladies ou aux nouvelles maladies du DSM que là vous évoquiez, ou c'était complètement autre chose par rapport aux conditions du moment venu et que c'était très finalement différent à différencier avec l'individu, mais plutôt sur les conditions du moment de cet individu dans son environnement? Non, c'était des questions assez classiques, mais bon, là, il y a ce que je vous disais, l'histoire de, par exemple, casser tous les rétroviseurs des voitures au motif que la personne entendait des voix qui lui disaient de briser la glace. Mais après c'est vrai qu'en relisant les citations, c'est ce que je vous disais, l'histoire de monter sur la Lune, on vous propose des exemples où de toute façon, c'est tellement évident qu'il va falloir faire quelque chose que vous ne pouvez pas récuser la parole que vous recueillez. Mais bien sûr que les situations sont toujours plus complexes. Et comme disait la personne qui a posé la question tout à l'heure, quel temps on a pour recueillir le consentement? Mais parce que bien sûr, c'est les situations de crise et
comme vous avez dit très justement tout à l'heure, et ça c'est vrai, ça c'est une caractéristique de la médecine, mais aussi de la médecine somatique, c'est qu'il faut faire quelque chose. Parce que c'est ce qu'on a appris en fait pendant les études de médecine. Parce que le médecin, il est là pour faire... Parce que bon, c'est vrai que c'est aussi la démarche du patient. Il va voir le médecin pour que, excusez-moi, pour que le médecin fasse quelque chose pour lui. Alors c'est vrai que le patient qui a des troubles psychiatriques, souvent, il va... Enfin, souvent, non, pas souvent. Lorsqu'il s'agit de contraintes, il ne va pas vers le médecin pour... Bon, parfois ça arrive, hein, lui demander la contrainte, mais c'est toujours cette logique, enfin, c'est la logique de l'urgence et de la contrainte, parce que bien sûr, la personne qui est dans la rue en train de casser toutes les voitures, bon, bah, il a le choix, hein. Soit c'est les policiers qui le trouvent. Donc à une certaine époque, il est vrai que les policiers voyaient bien qu'en fait, non, c'était pas un délinquant de droit commun, mais c'est quelqu'un qui avait des soucis de santé. Et à ce moment-là, ils l'orientaient différemment. Mais les signes, vous savez, c'est comme je disais un peu tout à l'heure, c'est que c'est sujet à interprétation. Et là, pour le coup, il est vrai aussi que je sais que la marge de manœuvre, la marge d'interprétation, elle n'est pas forcément très grande parce que vous avez, comment dire, je me souviens de psychiatres en libéral qui essayaient en fait de repousser le moment où la contrainte allait être imposée. Mais c'est toujours un jeu délicat parce que vous faites un pari en réalité. Vous faites le pari que ça va aller mieux pour le patient et qu'à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de la contrainte. Mais vous faites aussi le pari que peut-être il va se mettre en danger et que peut-être il risque de mettre en danger quelqu'un d'autre. Et vous allez interpréter les signes diversement, sachant que vous avez une marge de manœuvre qui est pas forcément très très grande, que vous n'avez pas forcément envie de prendre la responsabilité qu'il se passe quelque chose qui éventuellement peut être irréversible, et que en fait vous avez l'instrument pour, d'une certaine façon, pour un temps donné, neutraliser les symptômes de la personne parce que vous avez la possibilité de la contraindre légalement. Donc, et voilà, et ces signes, après, vous voyez, quand on vous dit il y a des signes, chacun va voir dans des symptômes des signes ou pas. C'est un peu, par ailleurs, je travaille sur des questions de ce qu'on appelle radicalisation. C'est pareil, hein, des signes faibles et des signes forts. N'importe quoi peut devenir un signe. Ok, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions ou des réactions pour les connecter à distance ou dans la salle à prémontrer? Non, peut-être juste, c'est pas vraiment une question, mais c'est plus une remarque. C'est vrai que les établissements de santé mentale sont engagés dans des démarches très ambitieuses, et notre établissement en est l'illustration, démarches très ambitieuses pour justement réduire les isolements, réduire les recours à la contention, réduire les soins sous contrainte. Mais ça implique derrière, évidemment, qu'on soit beaucoup plus, d'employer un mot économique, mais un peu plus performant, en tout cas, sur le lien à créer avec le patient, le lien de confiance. En fait. Parce que là, on parle de confiance, finalement. Au-delà du consentement, il s'agit de relations de confiance à tisser et toutes les mesures qu'on pourra prendre par ailleurs pour empêcher le recours à la contrainte seront, on va dire, annihilées si d'un autre côté, on n'est pas en mesure de créer cette relation de confiance qui est peut-être pas suffisamment forte aujourd'hui. On constate dans la fragmentation de la société, d'une certaine manière, difficulté à faire lien et à se faire confiance. Donc je pense qu'on est un peu aussi le réceptacle de tout ça. Oui, surtout qu'en plus, les patients dont vous vous occupez, c'est aussi des personnes qui ont été souvent abîmées par la vie. Donc, Bien sûr. la question de la confiance, précisément,
ça peut certainement aussi être quelque chose qui a manqué au cours de leur parcours avant qu'ils n'arrivent jusqu'à vous. Ça, c'est évident. Et puis effectivement, comme vous dites, la confiance, les formes de cohésion sociale ont été extrêmement mises à mal au cours des dernières décennies en réalité. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas. Hein. Mais de façon évidente et récurrente, le lien de confiance, c'est fondamental dans la relation de soins, que ça soit, encore une fois, en médecine somatique ou en médecine ou en psychiatrie. Si vous ne faites pas confiance à la personne qui prend soin de vous parce que vous êtes vulnérable, parce que vous êtes malade, c'est sûr que votre possibilité d'aller mieux, elle est obérée. Je vous remercie. Oui. Je ne sais pas de votre côté si vous avez d'autres questions ou si on clôture plus tôt. On a cette liberté-là, en tout cas. Mais juste, en fait, donc, de ce que vous m'avez décrit, vous êtes dans un établissement qui avait quand même, qui est bien, si on peut dire, bien doté, au moins du point de vue de l'espace qui est à votre disposition. Oh, si on se compare à d'autres, oui, on a des locaux qui sont, pour la plupart, on va dire, adaptés aux soins d'aujourd'hui, mais on a aussi d'autres locaux qui seraient humanisables, en tout cas, en fonction des moyens dont on dispose. Mais ce qui est en tout cas bien inscrit dans notre stratégie, c'est de faire la promotion, d'une certaine manière, d'une médecine humaniste et qui ne s'appuierait pas sur la contrainte pour prendre en charge les usagers. Ça, c'est quelque chose qui est bien intégré, en tout cas, dans la communauté médicale. Alors, bien sûr, dans l'action, ce n'est pas toujours simple, mais dans l'intention, en tout cas, c'est très clairement formalisé chez nous. Non, parce qu'effectivement, le cadre dans lequel vous accueillez les personnes, par exemple, quand on est à Paris dans un hôpital, où c'est extrêmement, aussi contraint du point de vue de la structure et de l'architecture, c'est différent d'accueillir des personnes qui sont en crise, dont en gros vous ne savez pas quoi en faire ou les mettre parce qu'il y a d'autres patients par-ci, d'autres, et qu'on est tous les uns sur les autres, que dans un lieu où l'espace est plus ouvert et où il y a moyen en fait d'isoler les gens, d'isoler les mettre un petit peu de côté, c'est pas ça que je veux dire, mais les isoler sans nécessairement les mettre en chambre d'isolement. Donc ça peut, je pense qu'aussi de l'architecture et la possibilité, puis de toute façon ça s'est vu dans des expériences, le nom m'échappe là, mais dans le centre de la France où il y avait un grand parc par exemple, et où à ce moment-là c'est plus facile de gérer, on va dire, une crise, à condition évidemment d'être à plusieurs, que dans un hôpital où il y a trois étages et puis il n'y a pas moyen de faire autrement que où on n'a pas la possibilité de gérer facilement la crise d'un patient. Oui, vous avez raison, la qualité des espaces, la qualité des matériaux, la qualité architecturale de manière générale, et puis les activités proposées, la formation. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous posais une question en lien avec la formation. Tout ça, évidemment, participe en tout cas du bien-être autant que possible du patient pendant sa prise en charge. Est-ce que vous avez d'autres questions? Dernier appel. Du coup, je vais me permettre de conclure, à moins que M. Barré, vous vouliez conclure.
Bon, je vais déjà remercier l'intervenant. C'est ça. Voilà, pour la clarté de son propos et puis je dirais l'audace aussi de certaines réflexions. Voilà, je pense que un échange, une conférence, c'est aussi fait pour nous interroger. On peut pas être d'accord, on peut pas comprendre éventuellement certaines réflexions, mais je crois qu'on organise précisément ces cycles de conférences avec la chaire de philosophie pour justement interroger nos pratiques, progresser, et le tout dans une certaine humilité, il faut bien dire. Donc, merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci pour votre présence à toutes et tous, connectés à distance ou en présence à prémontrer. Alors, je vais repartager rapidement l'écran, simplement pour annoncer la conférence suivante, donc, qui aura lieu en 2022 cette fois, le 18 janvier. Donc, on poursuit ce cycle de réflexion, donc ça sera sûrement important aussi de garder trace des différents échanges qu'on peut avoir après les différentes conférences, les réactions aussi que peuvent susciter ces propos quelques jours après, ne pas hésiter à les faire circuler en interne à prémontrer, mais également auprès de moi si besoin. Et du coup, pour le mois prochain, 2022, merci. Donc, la prochaine conférence aura lieu le 18 janvier. C'est toujours possible de s'inscrire sur le site de la chaire pour participer à distance et sur le site de la chaire pour participer en présentiel ou directement auprès du secrétariat de l'EPSMD avec une inconnue pour le moment en tout cas du lieu de réunion, mais j'imagine la salle des fêtes de Prémontré. Et ce sera Annick Perrin-Niquet qui sera accueillie par le PSMD pour nous parler de la contention involontaire entre le soin et la contrainte, et notamment du point de vue de la pratique infirmière. Je vous remercie toutes et tous et je vous souhaite une agréable soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.